Pascal Pian, j'imagine que vous savourez la réussite de ce 24e forum. Écoutez, oui, je pense que tout le monde peut être satisfait, que ce soit Ensemble 77 ou la Chambre syndicale des travaux publics. Et je crois qu'on dépasse les 350 personnes, donc je pense que c'est très bien. On peut considérer que ce 24e forum est un succès. C'est une journée d'autant plus satisfaisante qu'on a eu la chance d'avoir monsieur le préfet, monsieur le conseiller départemental et monsieur le président de l'Union des maires. Merci à vous trois d'avoir pu intercaler dans vos agendas cette visite parmi nous. Les ateliers, ce matin, vous avez écouté quelques-uns des propos. Le contenu va impacter progressivement l'évolution du territoire. Oui, bien évidemment qu'il va y avoir des impacts, mais il ne faut peut-être pas attendre qu'ils soient aussi rapides qu'on l'imagine. Et quand on est entrepreneur, on est souvent dans l'impatience, surtout dans cette période de relance. Je crois qu'aujourd'hui, à travers Ensemble 77 et la Chambre syndicale, on travaille déjà depuis 1994 à intégrer cette notion qui s'appelait développement durable, qui aujourd'hui s'appelle transition écologique. Je vais prendre un seul exemple. Il y avait un panneau tout à l'heure là, qui était là-dessus sur le schéma. Le SOE. Voilà, le SOE. Schéma d'organisation environnementale. En effet, c'est un outil qui a été intégré et rendu obligatoire par la FNTP 20 ans après. Donc tout ça pour dire que nous étions en Seine-et-Marne déjà des pionniers, des précurseurs sur ce sujet. Alors maintenant, pour revenir sur l'impact, je vais prendre l'exemple des inondations, quelque chose le plus frappant. La vraie solution, quand on discute avec les gens qui ont été touchés, c'est tout de suite de dire qu'il faut faire des bassins de rétention et tout ça. Bon, pour en avoir discuté avec des gens qui sont spécialistes, et bien plus spécialistes que moi, les bassins ne sont pas la seule solution. Et je crois qu'il va falloir prendre du temps pour travailler de manière inhabituelle, notamment avec le monde de l'agriculture, parce qu'on s'est quand même rendu compte que toutes les eaux qui ruisselaient provenaient des milliers d'hectares avoisinantes. Et moi, j'ai eu le cas d'être sur des inondations autour de petites communes dans le Nord Seine-et-Marne, et on voyait des fleuves d'eau arriver. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire avec eux. Sur l'aménagement, là. Sur l'aménagement, sur le sens du labour, sur les drainages. Sur les haies. Sur la requalification des haies, enfin, tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir prendre du temps. Prendre du temps pour faire les choses correctement. Donc ça veut dire qu'il y a une concertation à mettre en place avant que les premières conséquences positives en termes de chantier pour vous arrivent. Oui, il va falloir du temps. Par contre, moi, il y a des choses qui peuvent être rapides. On parle de décarboner. Alors, on parle de décarboner. Nous, ça fait quand même, la profession des travaux publics, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on utilise des matériaux recyclés sur nos chantiers. Avec des taux importants. Avec des taux importants. Mais moi, je voudrais, si vous m'autorisez, passer un message. Vous voyez vous interdire quelque chose. Passer un message aux donneurs d'ordre. Passer un message à tous les maîtres d'ouvrage. Si vous voulez si vous voulez faire de la transition écologique, si vous voulez être l'acteur de cette transition écologique, il faut que personne ne décide à votre place. Ce sont les maires, ce sont les présidents de collectivités ou les vice-présidents qui doivent décider de façon à donner les bonnes orientations à vos AMO ou à vos maîtres d'œuvre, qu'on sorte des sentiers battus. J'ai plein d'exemples, je vais en donner qu'un. Comment on peut imaginer aujourd'hui qu'on fasse encore des assainissements en prenant la terre, en l'emmenant à la décharge et en rebouchant les tranchées avec des matériaux nobles, peut-être même recyclés, alors qu'il existe 1000 méthodes pour recycler les terres, les retraiter, les réutiliser. Et réemploi sur place. Et on n'arrive pas à faire avancer ce sujet. Ce sujet n'avance pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont des centrales de recyclage
On a des montagnes de terre dans nos sites. Et il n'y a pas de débouché. Et il n'y a pas de débouché. Et on est tous unanimes dans la profession à dire ça. Donc voilà une action piste concrète à faire. Merci, merci Pascal Pian. Vous passez le micro à votre voisin Jean-Marc Chanusso, qui est conseiller départemental délégué à l'eau et à l'assainissement. Sur les enjeux climatiques, quelle est la vision du département ? Alors le département, d'abord, accompagne, comme tout le monde le sait ici, les collectivités. D'abord, je voudrais parler un petit peu de la politique qui a été impulsée par Jean-François Parigi, qui, au mandat précédent, avec Jean-Jacques Barbeau, avait participé à redresser d'abord les finances du département, parce que pour avoir des projets, il faut d'abord avoir un petit peu de finances. Donc la politique du département aujourd'hui, c'est d'être en permanence auprès des collectivités par des contrats. Donc ça, je crois qu'unanimement, on s'aperçoit que toutes les collectivités reconnaissent cette aide du département. Alors sur la politique de l'eau, effectivement, le département depuis des années, donc je voudrais saluer aujourd'hui donc toutes les équipes qui sont présentes à ce forum. Jacques Place, le directeur, donc est un élément essentiel dans cette historique en plus. Oui, tu as raison de le signaler. C'est un élément essentiel dans ce dispositif départemental avec des compétences. Donc, puisque je suis en charge de cette compétence récemment, et ça m'a permis de faire le tour plus, je dirais concrètement, de tous les services et de voir que le département a dans son sein des gens passionnés, j'en aperçois en face de moi, et donc ça c'est très important. Alors sur l'eau potable, effectivement une politique a été déterminée d'accompagnement, puisqu'en fait on travaille aujourd'hui sur une nouvelle, je dirais, problématique départementale qui est le ruissellement et donc les inondations. Et effectivement, le département a mis en place des mesures pour accompagner les collectivités. Alors, le département vient en appui quand il y a des conséquences, mais vous travaillez aussi sur une prévention pour éviter qu'arrivent ces catastrophes. Oui, alors, donc là, le département ne travaille pas directement, je vais dire. Mais il impulse. Il impulse. Et c'est vrai que nous avons une politique aujourd'hui d'accompagnement. Aujourd'hui, on peut aussi constater que beaucoup de nos collègues, puisque je suis aussi maire en même temps, beaucoup de nos collègues au travers de syndicats, de petits syndicats parfois, ont fait des approches pour travailler ce dossier de ruissellement. Mais souvent, ils ont besoin d'un bon accompagnement parce que techniquement, techniquement, ils sont un peu bloqués et quelquefois financièrement parce qu'ils s'imaginent qu'il y a beaucoup de coûts et c'est pas toujours le cas. Vous rappelez que le département, il a combien de kilomètres de cours d'eau? C'est quand même un chiffre qu'il faut avoir présent à l'esprit. Oui. Tout à fait. Donc la Seine-et-Marne, sur la Seine-et-Marne, on a 4400 km de cours d'eau. Donc on a tous en tête les inondations qui sont survenues en 2018, 2016 pour certaines communes et 2018. Et probablement ces communes qui ont été impactées vont peut-être l'être encore, puisque au travers de tout ce qui a été exposé ce matin, on voit bien que le changement climatique est là et il est immuable. Alors il y a une stratégie en 2 volets qui a été élaborée. Oui. Alors donc d'abord il faut parler de la GEMAPI. Ça a été évoqué ce matin au travers des compétences, des conférences. Donc la GEMAPI, c'est un acronyme qui veut dire gestion des milieux aquatiques. Voilà. Et la prévention des inondations pour le deuxième. Voilà. GEMA, et le PI, c'est la prévention des inondations. Donc en fait, cette compétence aujourd'hui a été transférée au comité de communes, très clairement. Aux intercos. Aux intercos, voilà, de toute taille. Et certaines fois, les intercos n'ont pas non plus forcément tous les moyens de subvenir et de faire face à ces problématiques.
on a sur le territoire différents cas et il faut en tenir compte. C'est pour ça qu'il faut être au plus près des collectivités. Alors il y a un fonds urgence intempéries et il y a eu un vote le 19 novembre. Tout à fait. Donc le département a mis en place, a augmenté, parce qu'en fait un dispositif était déjà un peu existant, mais on a redonné une impulsion, voilà, et l'impulsion dit on redonne un budget. Donc ce budget a été voté, donc il a été inscrit bien sûr dans le budget du département et donc à des conditions bien sûr qui seront à étudier avec les collectivités. Vous allez donc repenser le dispositif de soutien aux collectivités. Oui, nous allons repenser donc ce dispositif d'aide justement ces collectivités en charge de GEMAPI. D'abord, ça a été évoqué lors de la conférence de Jacques Place. Les collectivités ont pris la compétence GEMAPI, mais pas forcément la compétence ruissellement. Et ça, c'est un problème, donc je pense qu'il va falloir... Il y a à l'évidence un lien physique entre les deux. Oui, donc là, il va falloir travailler avec les collectivités pour compléter, je dirais, le dispositif actuel. Alors, vous envisagez d'accompagner les collectivités qui n'ont pas la capacité technique de les appuyer dans leur démarche et de financer aussi. Oui, tout à fait. Hein. Le département, comme je le disais en préambule, a d'énormes compétences internes. Ces compétences, par le dispositif ID 77, hein, qui est un dispositif qui marche énormément, qui fonctionne très très bien auprès des collectivités, donc permet aux collectivités de poser des questions et de se déclarer, je dirais, auprès de toutes les compétences du département, à nous, au département, après, à diriger donc les questions sur les bons interlocuteurs. Au final, deux nouveaux outils. Un fonds intempéries que vous relancez, que vous abondez, si nécessaire. Et puis, ce dispositif de soutien global. Voilà, c'est ça. Donc, en ce qui concerne les GEMAPI, donc c'est effectivement l'impulsion nouvelle qui est donnée avec les moyens nécessaires dont le département dispose aujourd'hui. On vient d'avoir une notation par Standard & Poor's qui est très bonne. Donc, le département est bien géré et ça permet justement... Donc, il peut financer. Voilà. Merci à vous. Vous passez le micro à Guy Geoffroy, qui est président de l'Union des maires de Seine-et-Marne, mais qui est également président Écomaire depuis combien d'années? Alors, les Écomaires existent depuis maintenant 31 ans et j'en suis le président depuis 2008. Bon. Le message que vous voulez porter, vous, c'est un message d'optimisme. Vous ne voulez pas qu'on utilise le mot décroissance. Oui. Je vais venir à ce sujet, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, mais puisque vous avez dit que je suis optimiste, je l'avoue. C'est bien. Je l'avoue et je le revendique parce que, en particulier aujourd'hui, on voit revenir sur Terre deux personnages importants. Le premier, c'est Lavoisier. J'ai entendu tout à l'heure dire que tout était recyclable. Oui, Lavoisier l'avait dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est bien. Bonjour, monsieur Lavoisier. Et puis, le deuxième personnage qui revient à grands pas aujourd'hui, c'est monsieur Jourdain. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est tous, comme monsieur Jourdain, à un moment ou à un autre, chacun à notre place, à faire ce qu'on a appelé hier le développement durable, qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble des actions contre les dérèglements climatiques. Ce qui est important aujourd'hui, puisqu'on est tous des acteurs, quelquefois sans le savoir, c'est maintenant que nous le savons, de travailler ensemble et d'être de plus en plus à la réflexion et à l'action ensemble. Et je viens à ce que vous disiez. Il y a une vraie mauvaise idée qu'on essaie d'instiller, du moins de la part de certains, fort heureusement très minoritaires dans notre pays, qui serait de dire aujourd'hui, puisque l'action humaine conduit à la catastrophe, arrêtons l'action. Arrêtons d'agir.
ça serait la pire erreur. Je crois que nous avons la profonde obligation d'agir, mais de ne pas agir n'importe comment. Il faut assurer, parce que la nature humaine et parce que la planète, parce que la vie, c'est l'action, la vie, c'est la croissance. Il faut absolument agir pour que cette action et cette croissance soient désormais, elles commencent déjà à l'être, il faut qu'elles le soient de plus en plus, une croissance vertueuse. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, entre croissance verte et croissance vertueuse, il y a une belle racine commune. Une croissance verte, c'est bien évidemment une croissance qui sera vertueuse, qui sera équilibrée, qui sera responsable, qui sera audacieuse et sage en même temps. Et c'est ça notre obligation. Et à partir du moment où on est décidé à assumer nos responsabilités tous ensemble, sachant qu'on a tous, chacun pour notre compte, et encore mieux ensemble, une parcelle de la solution à tous nos problèmes, on est acteurs on ne pourra que progresser. Vous m'avez dit tout à l'heure, parce qu'on a préparé très rapidement cet échange, on voit qu'il y a eu une progression. Les maires, les élus, c'est pas aujourd'hui qu'ils s'engagent, mais on parlait d'environnement. On a parlé après de développement durable et puis maintenant on est dans la transition écologique. Finalement, on intègre de plus en plus d'éléments. Effectivement, il y a 30 ans, c'était l'environnement. Ensuite, on a dit l'environnement, c'est bien, mais l'environnement, sans parler d'économie, sans parler de social, ça ne veut pas dire grand-chose. Et on a donc conçu ce trépied solide sur ces 3 pieds, environnement, économie et social. Et puis maintenant, on découvre, parce que l'échelle mondiale a bien évidemment un impact immédiat et permanent sur nous, que même le développement durable ne suffit plus, qu'il faut que nous allions sur le champ de toutes les transitions. La transition écologique, la transition économique, la transition sociale, la transition probablement humaine également, c'est-à-dire des changements de comportement. Et la chance que l'on a, c'est notre tempérament à nous, Français. Les Français n'avancent pas quand ils n'ont pas l'obligation d'avancer. On se plaint de toutes les contraintes, on se plaint d'être toujours soumis à des lois de plus en plus dirigistes. Je fais partie de ceux qui quelquefois le regrettent, mais on fait le constat que quand on n'a pas de contraintes, on laisse faire, on laisse aller. Et donc, comme on n'a pas le choix, et la réalité sur laquelle, et notre intervenante tout à l'heure avait tout à fait raison de le dire, la grande bonne nouvelle des dernières années, c'est que plus personne, sauf des excités qui ne méritent pas grande estime, ne contestent aujourd'hui la réalité des constats. À partir du moment où maintenant on est tous d'accord sur les constats, il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas tous d'accord et dans l'ordre le meilleur et de mieux en mieux possible dans les solutions à toutes les échelles bien sûr mondiales, les échelles européennes, les échelles françaises et les échelles locales qui sont les nôtres, qui sont celles du quotidien et qui sont celles de la traduction concrète dans les faits de toutes les obligations auxquelles nous sommes confrontés. Justement, Guy Geffroy, on va passer du niveau mondial que vous avez évoqué au départ à quelle forme opérationnelle sur le terrain pour parvenir à ça. C'est entre autres le rôle très important des intercos. C'est le rôle des intercos, entre autres, par exemple, sur les problématiques de l'eau. Jean-Marc parlait de la compétence GEMAPI qui a été confiée par le législateur aux intercommunalités. Pourquoi ? Parce que l'échelle est plus pertinente. Mais elle ne suffit pas, parce qu'on entend souvent dire à juste titre que les frontières hydrologiques n'ont pas grand-chose à voir avec les frontières administratives, quelles qu'elles soient. Mais il est vrai qu'on est, sur tous ces sujets, dans une déclinaison qui se doit d'être la plus réfléchie, la plus raisonnable et la plus efficiente possible de ce qu'on appelle la subsidiarité. Qu'on soit à l'action là où il est le plus pertinent d'y être, là où on a le plus de capacité à agir. Quelquefois, c'est très près. Quand on travaille sur des sujets de proximité, réfection de voirie, reperméabilisation des sols, on est d'évidence à l'échelle communale. Quand on parle de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux de traitement des eaux usées, on est d'évidence à une échelle au minimum intercommunale. Quand on parle du traitement, que ce soit le traitement des déchets, le traitement des eaux, on peut très bien, et on est très très souvent, au-delà de la stricte dimension intercommunale, on est dans une autre dimension. Toutes les dimensions ont leur pertinence.
à nous de faire en sorte que cette pertinence soit bien établie et reconnue comme telle par tout le monde. Et qu'elle s'applique à chacun de ces niveaux. Absolument. Dans la complémentarité et certainement pas dans la concurrence. Hein, il faut définir et trouver le moyen, en l'adaptant en permanence, se faire ensemble. Un mode de fonctionnement. Cette articulation permanente de tous les acteurs à la dimension permanente pour traduire en actes concrets au plan de la vie quotidienne de nos concitoyens, tout ce qui découle des exigences sur lesquelles désormais tout le monde est d'accord. Nous ne pouvons plus mégoter. Hein, les réalités sont là, elles s'imposent à nous. Le fait qu'elles s'imposent à nous nous oblige à l'action. Et cette action, il faut la structurer, il faut la rendre efficace, efficiente, ensemble. Hein, et qu'on soit ici ensemble 77 n'est pas un mauvais symbole. Vous m'avez tout à l'heure évoqué un triptyque: créer, avancer, progresser. Oui, effectivement. Créer, c'est l'action. Hein, avancer, parce qu'on a besoin de réfléchir, d'inventer, de créer et sans cesse de nouvelles réponses. Et il faut donc que ça nous permette d'avancer. Et puis tout ça, c'est le progrès. Mais le progrès, non pas fuite en avant, comme ça a eu tendance, bien malgré nous, parce qu'on ne savait pas qu'on pratiquait la fuite en avant. On avait besoin, après les 2 grands conflits mondiaux du XXe siècle, de donner une impulsion, de redonner de la vie à l'humanité, de lui donner le sentiment qu'elle avait un avenir en dehors de ces guerres absolument destructrices. Donc, on ne peut pas cracher sur le passé, il faut en faire l'analyse lucide. C'est vrai que le développement coûte que coûte, avec des pratiques qui ont été imposées, on parlait tout à l'heure des agriculteurs. Les agriculteurs ont raison de dire qu'un certain nombre de conséquences de leur activité depuis une 60aine d'années sont les conséquences de ce que l'on a demandé au monde agricole de faire. Donc, il y a des réalités qui correspondaient à une époque et à une nécessité de relancer la machine de l'homme après tous ces conflits. Bien aujourd'hui, il faut, parce qu'on en a pris conscience et parce que nous sommes capables toujours de sagesse, il faut que nous allions dans une direction qui soit le progrès, mais le progrès mieux réfléchi, le progrès mieux assumé et donc le progrès mieux abouti. Le progrès vert et vertueux. Le progrès vert et vertueux. Merci à vous, merci Guy Geoffroy. Monsieur le préfet, les thèmes traités ce matin sont vraiment au cœur de l'actualité. Oui. Ils sont au cœur de l'actualité immédiate parce que, bon, on a eu la COP26, mais ils sont au cœur de l'actualité depuis quelques années quand même. Parce que le résultat de ce qu'on a vu ce matin n'aurait pas pu se faire il y a 10 ans. C'est parce qu'il y a eu un travail intense mené par tous les pouvoirs publics et les collectivités locales et les acteurs économiques qu'au fond, aujourd'hui, cette prise de conscience a eu lieu. Donc c'est une actualité au regard des millénaires de notre histoire. Ce n'est pas nécessairement une actualité du jour dernier. Le changement climatique est déjà une réalité en Seine-et-Marne. Oui. Alors, évidemment, il est une réalité qui est amoindrie par rapport à ce que certains dans d'autres zones scientifiques annoncent. Il est une réalité amoindrie par rapport à ce que d'autres vivent ailleurs. Néanmoins, on l'a dit tout à l'heure, M. Chanusso le citait il y a quelques instants, épisode climatique douloureux et réchauffement. On en voit au moins 2 traductions. Les températures qui augmentent, ça on a pu l'observer, et deuxièmement, des épisodes qui ont conduit à des inondations plus fortes et plus fréquentes. Donc c'est une réalité pour tous les habitants des communes qui ont subi ces événements depuis quelques années. Le forum, là, finalement, il réunit des acteurs qui, dans d'autres départements, par exemple, travaillent moins collectivement. C'est quand même une réussite extraordinaire, ce Ensemble 77. Oui, c'est vous qui êtes préfet, vous avez vu d'autres départements, vous avez vu d'autres préfectures. Est-ce que vous avez vu ailleurs même un début de climat de ce genre-là? Je l'ai vu sur d'autres thèmes, mais pas sur celui-ci. C'est-à-dire que là, on a un thème qui est un thème d'avenir, si j'ose dire, qui est celui du traitement des transitions, comme le disait à l'instant M. Geoffroy. Mais il est bon, et c'est vrai que c'est assez novateur et intéressant qu'il y ait autour de la table
à la fois l'État, les collectivités, les acteurs économiques pour traiter de cela, parce que dans le quotidien, c'est bien ce qui se passe. Et donc, Ensemble 77, c'est destiné à donner des impulsions, à sensibiliser, et ensuite, derrière, ce sont les acteurs qui, sur les sujets, travaillent au quotidien et mettent en œuvre, ici ou là, sur le territoire. Quel est l'échelon pertinent d'organisation? Ça a déjà été évoqué par Guy Geoffroy, mais pour vous, quelle est la manière de s'organiser pour mieux répondre à ces enjeux? Comme le disait M. Geoffroy, l'échelon pertinent doit être fonction de la question posée. C'est-à-dire que s'il s'agit de regarder les grands enjeux, on voit bien que même le niveau national aujourd'hui est insuffisant, puisqu'on a vu qu'il y avait des engagements, par exemple au niveau européen, dont le conférencier nous a parlé tout à l'heure. Bon. Donc, s'il s'agit de donner des grandes impulsions, on voit bien qu'il faut avoir ces impulsions au niveau international. En revanche, ensuite, évidemment, il faut quand même atterrir sur les territoires et mener des politiques concrètes qui s'appliquent. Il est clair que, au niveau des territoires, on voit que les départements, et d'ailleurs, M. Chanusso l'a rappelé, ont un rôle à jouer. La politique de l'eau, par exemple, on a évoqué le plan de l'eau, le plan départemental de l'eau qu'on traite avec les départements notamment, et qui donne là aussi une orientation pour finalement indiquer qu'il faut, par exemple, faire grossir les syndicats, qu'il faut étoffer les syndicats pour traiter ces questions. Donc ça, on a un rôle important avec les départements. Si on regarde les questions d'urbanisme, il est clair que là, on peut avoir une vision un peu différente. On a à la fois les communes qui ont délivrance des permis de construire et aussi les intercommunalités qui peuvent élaborer les documents d'urbanisme à travers les PLUI. Donc là aussi, sur certains sujets, et l'assainissement en est un, on peut avoir intérêt à traiter cela à une échelle intercommunale, mais à l'inverse, on peut voir aussi que les communes, aujourd'hui, se sont emparées du thème de l'environnement. Tous les maires, toutes les communes ont un adjoint à l'environnement. Les plus importantes d'entre elles ont des services dédiés à l'environnement et elles se sont engagées, ces communes, dans des PLU qui sont aujourd'hui plus vertueux qu'ils n'étaient. Alors c'est vrai que parfois il faut aiguillonner, il faut rappeler un certain nombre de règles sur l'artificialisation, sur le danger de construire en telle zone, mais peu à peu ces messages-là entrent dans les... Et ils sont pris en compte après. Pardon ? Et ils sont pris en compte par... Et ils sont pris en compte parce qu'aujourd'hui... les élus, et ça n'est pas une critique envers les élus, mais ils y sont poussés aussi par une partie de la population qui attend cela, parce qu'elle a vu ici ou là les dégâts que pouvaient faire les inondations, qu'elle ne veut pas les retrouver, et que donc aujourd'hui il y a une prise de conscience qui est générale, mais cette prise de conscience générale ne peut s'exprimer qu'à travers des actes, et ces actes sont ceux des élus, qu'ils soient communaux, intercommunaux ou départementaux. 3/4 des EPCI sont engagés à travers les PCAET, c'est quand même... Plan climat, air, énergie, qui sont très importants parce que on voit bien que dans les documents qu'ils ont aujourd'hui, on parlait des PLUI tout à l'heure, et aussi dans les contrats de relance et de transition énergétique qu'on est en train de signer avec eux, eh bien, ça ne peut se faire que s'il y a une vision de ce qu'ils entendent faire sur les 10, 20 ou 30 prochaines années sur leur territoire. Cette vision-là, il faut bien qu'elle s'exprime à travers une programmation. Alors, on n'est pas dans une programmation de l'Union soviétique des années 50. Ça n'est pas un plan qui... C'est pas le Gosplan. Ça n'est pas le Gosplan. Ça n'est pas destiné à donner des chiffres annuels de résultats. Mais c'est une vision pluriannuelle qui vise à dire c'est la direction qu'on veut emprunter. Et ensuite, ça se décline dans les contrats et ça se décline aussi, encore une fois, dans les actes quotidiens que les élus seront amenés à prendre. L'objectif, c'est d'embarquer vers une résilience territoriale. Oui, c'est ça. Mais cette résilience territoriale, bien sûr qu'il faut l'amplifier, mais le forum d'aujourd'hui, et moi ce que je constate tous les jours, montre qu'elle est déjà en route, d'une certaine manière. Parce que, vous l'avez rappelé, CPCAET existe, les contrats sont signés, et je vois partout des projets qui émanent des collectivités locales, qui visent à être subventionnés, mais qui visent à cela. C'est-à-dire qu'on voit bien que les communes, ici ou là, veulent mettre en place des ouvrages pour protéger contre les inondations, pour certaines. On fait un effort extrêmement important en termes d'assainissement. Veulent aussi, s'agissant de déchets, organiser des collectes beaucoup plus vertueuses. Enfin, dans tous les domaines, ils se sont emparés de ces dossiers. Et aujourd'hui, j'allais dire, la prise de conscience est là. Derrière, ce qu'il faut, c'est pouvoir séquencer les choses,
et surtout maintenant procéder au financement nécessaire. Je vais terminer par une dernière question vers vous, monsieur le préfet. Quel rôle se donne l'État ? L'État, il se donne au fond deux ou trois rôles. Premièrement, sensibiliser, on y est toujours quand même. Parce que même si je dis que tout ça est déjà largement engagé, il faut toujours aller un peu plus loin. Si je prends un exemple sur la densification en termes de construction, qui est nécessaire pour ne pas artificialiser, on a parfois des vents contraires. Parce que la densification n'est pas toujours souhaitée. De même, si je prends un autre exemple, ça vaut dans le sens de la sensibilisation. On dit aujourd'hui qu'il faut pouvoir installer ici ou là des méthaniseurs. Là aussi, on a des vents de résistance qui s'opèrent. Donc, si vous voulez, sensibiliser, c'est toujours encore à l'ordre du jour. Deuxièmement, c'est d'arriver à prioriser avec les collectivités locales les actions, parce que le risque est aussi celui de s'éparpiller. Et des métiers, Il y d'émietter. aurait deux conséquences, c'est-à-dire que inefficacité d'une part et utilisation des crédits à mauvais escient d'autre part. Donc prioriser, et ensuite c'est d'accompagner, comme le font les autres collectivités et le conseil départemental, les collectivités dans la mise en œuvre des projets. Accompagner au plan de l'ingénierie si c'est nécessaire et aussi au plan financier. Eh bien, écoutez, merci à vous quatre d'avoir une nouvelle fois manifesté cette belle cohésion que donne le groupe Ensemble.